Bonjour à tous, bienvenue pour ce Tax and Legal Update 2020. Mon nom est Laura Dehé et je vais vous présenter aujourd'hui la réforme de l'impôt des sociétés. Pour l'ordre du jour, nous allons à titre d'introduction vous expliquer en quelques mots quel sera le plan de cet exposé. L'objectif est donc de vous parler de cette réforme de l'impôt des sociétés qui est un livre à 3 chapitres. Une réforme donc qui est entrée en vigueur en 3 étapes. Nous allons nous concentrer évidemment aujourd'hui sur les mesures qui sont entrées en vigueur en 2020 puisqu'il s'agit des plus récentes et peut-être des moins connues et nous terminerons par un bref rappel des chapitres 1 et 2, donc des mesures entrées en vigueur en 2018 et en 2019. Cette réforme de l'impôt des sociétés, elle a été votée par une loi du 25 décembre 2017, entrée en vigueur juste avant la fin de l'année 2017, et elle a déjà fait l'objet de quelques petites modifications de par une loi du 30 juillet 2018. Cette loi a notamment précisé le mode de calcul de la déduction pour capital à risque. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur, donc comme je vous le disais, en 3 étapes, 2018, 2019 et 2020. Les mesures les plus récentes sont entrées en vigueur en 2020 et la première de ces mesures, c'est la fin de la baisse du taux de l'impôt des sociétés qui donc depuis le 1er janvier de cette année s'élève désormais à 25% de taux de base sans qu'il n'y ait plus aucune contribution de crise puisque comme vous le voyez, elle est à 0%. Alors une petite précision, quand on parle ici du 1er janvier 2020, on parle plus spécifiquement de tous les exercices comptables qui ont commencé au plus tôt le 1er janvier 2020. Donc pour les exercices décalés, ce n'est pas à strictement parler la date du 1er janvier 2020 qui sera importante. Pour toutes les mesures que nous allons voir par la suite, c'est aussi la même chose. Donc on considère que ces mesures sont applicables à tout exercice comptable qui a commencé au plus tôt le 1er janvier 2020. Alors, ce taux de 25%, il connaît une exception qui existait déjà depuis 2018. Comme vous le savez, il existe un taux réduit de 20% qui va s'y appliquer dans certains cas et à certaines conditions très strictes sur la première tranche de base imposable de 100 000 euros. Les conditions, vous les voyez pour ce qui sont les plus importantes conditions sur le slide. Ce taux de 20% ne s'applique déjà que si vous êtes une petite société au sens du nouveau code des sociétés et associations. Alors pour rappel, il y a 3 critères. Un critère de bilan, un critère de chiffre d'affaires et un critère d'équivalent temps plein. Donc, le bilan, le critère, quel est-il? C'est un pied de bilan de 4 500 000 euros. Le chiffre d'affaires, c'est 9 millions d'euros. Et le nombre d'équivalents temps plein, c'est 50 équivalents temps plein. Si l'entreprise dépasse plus d'un de ces critères, elle est grande et donc ne bénéficie pas de ce taux réduit. Je vous donne ici les grandes lignes, mais comme vous le savez, notamment, il est important d'apprécier ces critères de manière consolidée si vous faites partie d'un groupe. Donc il s'agit dans ce cas-là de faire un exercice consolidé des critères concernés ou bien vous pouvez éventuellement, si vous ne faites pas de travail de consolidation à strictement parler, simplement additionner les chiffres des entités du groupe et majorer de 20% les seuils prévus par la loi. La seconde condition, c'est qu'il faut octroyer à au moins un dirigeant d'entreprise une rémunération minimale qui doit s'élever à un minimum 45 000 euros, sauf si la société a une base imposable inférieure à ce seuil de 45 000 euros. Prenons un exemple. Si vous avez octroyé 10 000 euros à votre gérant et que votre base imposable est de 80 000 euros, vous avez une base imposable inférieure. Vous devriez dans ce cas-là avoir octroyé une rémunération de 50% de ces 80 000 euros et donc de 40 000 euros. Dans mon exemple, puisque la rémunération octroyée était de 10 000 euros, on ne remplit pas le critère légal et on ne peut donc pas bénéficier du taux réduit d'impôt des sociétés. Alors, il faut qui plus est qu'au moins 50% des actions soient détenues par des personnes physiques. Si l'actionnariat est majoritairement société, on ne bénéficie pas du taux réduit.
La dernière condition, c'est ce qu'on appelle l'exclusion des sociétés dites financières, autrement dit des entreprises qui ont à leur bilan des actions ou parts pour un montant qui excède 50% du montant du capital libéré et des réserves taxées. Vous le constaterez, il n'existe plus de conditions qui excluraient les entreprises qui distribuent des dividendes importants. Donc, quel que soit le montant de dividendes distribués, ça ne vous empêchera pas de bénéficier du taux réduit de l'impôt des sociétés. Alors, la seconde mesure de la réforme de l'impôt des sociétés qui entre en vigueur en 2020, ce sont les frais de voiture. En matière de frais de voiture, donc, ce qui va changer, c'est la manière dont on calcule le taux de déductibilité des frais. La formule qui désormais sera applicable est la formule que vous voyez sur le slide. 120% moins 0,5% multiplié par un coefficient qui dépend du type de carburant, multiplié par le taux d'émission de CO2 du véhicule concerné. Le coefficient, vous le voyez, il sera de 1 pour les véhicules diesel et de 0,95 notamment pour les autres véhicules tels que les véhicules qui fonctionnent à l'essence. On comprend assez vite sur cette base que chaque véhicule aura son propre taux de déductibilité puisqu'il sera lié directement au taux d'émission de CO2 de ce véhicule. Donc le point de départ, c'est cette formule de calcul, en sachant par ailleurs que deux plafonds sont introduits. Donc, une fois le résultat de cette formule obtenu, vous devrez toujours limiter à maximum 100% la déduction des frais de voiture. C'est là la fin de la déduction à 120% des frais sur les véhicules électriques. Il y a également un minimum de 50% qui sera applicable, à l'exception près des véhicules qui ont un taux d'émission de CO2 qui dépasse 200 grammes par kilomètre. Pour ces véhicules-là, pas de formule à appliquer, ce sera toujours bien 40% des frais qui seront déductibles. Alors cette formule, grand changement également, elle va s'appliquer également aux frais de carburant qui vont devoir suivre le même rythme de déductibilité que les frais du véhicule concerné. C'est un grand changement. Le pourcentage forfaitaire de 75% ne s'appliquera plus. Par contre, pour les frais de financement notamment, vous pourrez toujours bien les déduire à 100%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce taux de déduction de 100% est prévu dans la loi et qu'il n'a pas été modifié. Autre changement, quand il y a des refacturations de frais de voiture, la loi a été adaptée, déjà depuis 2018 à dire vrai, pour prévoir que si vous êtes une entreprise qui refacture explicitement et de manière séparée sur une facture des frais de voiture, vous allez être dispensé de prendre ces frais dans vos dépenses non admises. Par contre, le bénéficiaire final de cette refacturation, lui, s'il est un professionnel, sera soumis aux dépenses non admises sur les frais de voiture qui lui ont été refacturés. Alors cette formule de calcul, vous le voyez ici, par deux petits exemples, elle va être clairement peu avantageuse pour les entreprises puisque pour un véhicule diesel par exemple qui a un taux de CO2 de 113 grammes, aujourd'hui vous pouviez déduire 75%. Et sur base de la nouvelle formule de déduction, vous ne pourrez plus déduire que 63,5% des frais. Pour les véhicules au diesel, imaginons un véhicule aussi à 113 grammes de CO2, la déduction qui est aujourd'hui de 80% va passer à, si je puis dire, seulement 66,33% de déduction des frais. Alors une petite remarque aussi, on parle ici du taux d'émission de CO2 des véhicules, mais quel taux d'émission de CO2? Vous savez que les véhicules aujourd'hui subissent des tests WLTP et parfois encore les tests dits NEDC. Sachez que, semble-t-il, le gouvernement aurait annoncé que les taux NEDC allaient pouvoir être utilisés pour les véhicules qui ont encore été testés sur cette base jusqu'à la fin de vie du véhicule concerné, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que, comme vous le savez peut-être, les taux WLTP sont beaucoup plus élevés et donc donneraient encore a fortiori des taux de déduction bien plus bas que ceux que vous retrouvez sur ce slide-ci. Alors, toujours pour les voitures, parlons maintenant des véhicules hybrides. Eh bien, pour les véhicules hybrides, le point de départ, c'est qu'on va appliquer la même formule que sur le slide précédent, en démarrant donc du taux de 120%, etc.
Maintenant, la loi a choisi de pénaliser certains types de véhicules hybrides, qui sont des véhicules hybrides dits plug-in, rechargeables donc, qui dans certains cas, ils vont être pénalisés par rapport à d'autres véhicules hybrides. C'est ce qu'on appelle les faux hybrides dans le langage commun. Alors, ces faux hybrides, c'est quoi? Eh bien, c'est un véhicule qui a été commandé, acheté, pris en leasing à partir du 1er janvier 2018. Donc, si vous avez un hybride qui date d'avant 2018, pas de souci, vous allez utiliser dans la formule de calcul le taux de CO2 de ce véhicule hybride. Pour ceux qui auraient été acquis après, il faut faire un test, il faut regarder non seulement le taux d'émission de CO2 de ce véhicule, mais également la capacité de la batterie de ce véhicule. Donc, pour être un bon hybride, il faut être une voiture hybride dont la batterie a une capacité au moins égale à 0,5 kWh par 100 kg. Et il faut avoir un taux d'émission de CO2 qui ne dépasse pas 50 grammes par kilomètre. Si vous remplissez bien ces deux conditions, vous êtes un bon hybride et donc vous allez appliquer la formule de calcul en prenant le CO2 du modèle hybride. Si par contre, soit votre batterie est inférieure à 0,5 kWh par 100 kg, ou si vous remplissez ce critère de batterie mais que le taux d'émission de CO2 excède 50 grammes par kilomètre, eh bien dans ce cas-là, vous êtes un mauvais hybride entre guillemets et donc vous allez devoir passer à l'étape suivante et vérifier s'il existe sur le marché un modèle comparable au vôtre qui soit non hybride et qui répond donc à des caractéristiques comparables à différents niveaux. Sachez que le SPF Finance a mis à disposition une base de données où sur base de votre modèle hybride, vous allez pouvoir aller rechercher quel est le modèle non hybride comparable. S'il existe, eh bien, vous allez appliquer la formule de calcul du slide précédent, mais en utilisant le CO2 de ce véhicule non hybride comparable. Donc, a fortiori, vous l'aurez compris, avec un taux de CO2 plus élevé que celui de votre véhicule hybride. S'il n'y a pas de véhicule comparable, s'il n'en existe pas, eh bien, vous allez prendre le taux de CO2 de votre véhicule non hybride, hybride, mais vous allez devoir le multiplier par 2,5, à nouveau avec pour impact que le CO2 va monter en flèche et donc ça va réduire considérablement le taux de déduction de vos frais de voiture. Alors ceux qui seraient concernés et qui auraient ce type de faux hybride, sachez que c'est aussi ce CO2-là qui va devoir entrer en ligne de compte pour le calcul de l'avantage de toute nature de votre véhicule. Ce aussi à partir du 1er janvier 2020. Donc évidemment, beaucoup de concessionnaires avaient ces informations et peu de véhicules faux hybrides ont, je pense, été mis sur le marché depuis l'entrée en vigueur de cette réforme. Quittons maintenant la matière des voitures pour parler d'un nouveau changement qui concerne les amendes. Vous savez que certaines amendes ne sont pas déductibles à l'impôt des sociétés, d'autres le sont. Et depuis le 1er janvier de cette année, on va réellement élargir les amendes qui seront des dépenses non admises. Comme vous le voyez ici, ça va s'appliquer à toutes les amendes administratives infligées par une autorité. Alors, pour être plus précis, la loi nous dit toutes les amendes, y compris les amendes transactionnelles, y compris les amendes administratives qui ne sont pas à caractère pénal, et même si ce sont des amendes qui sont calculées sur des impôts qui sont eux-mêmes déductibles. C'est pour ça que des majorations de cotisations sociales, des amendes en matière de précompte immobilier, de droits d'enregistrement, de précompte professionnel, tout ça va aller en dépenses non admises depuis le 1er janvier 2020. Et pour parler plus spécifiquement des amendes TVA, eh bien même les amendes TVA proportionnelles devront être reprises dans vos dépenses non admises. Alors, quelques petits changements en matière d'amortissement également. Depuis cette année, en tout cas pour tout investissement qui serait effectué à partir de 2020, on supprime l'amortissement dégressif pour toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes. On va aussi rendre obligatoire
l'amortissement au prorata temporis pour l'année de l'investissement, ce même si vous êtes une petite entreprise. Donc à nouveau, je me répète, ces règles elles sont applicables pour les nouveaux investissements. Donc les investissements que vous auriez déjà faits en 2018 par exemple et pour lequel vous auriez postulé de l'amortissement dégressif, eh bien vous allez pouvoir terminer cet amortissement dégressif de manière classique. C'est uniquement applicable aux nouveaux investissements. Dernière chose, pour les petites sociétés, par contre, c'est une petite bonne nouvelle, on va garder la possibilité d'amortir des frais accessoires, frais supplémentaires, soit en les amortissant en une fois, soit en prenant un amortissement qui serait étalé au même rythme que l'investissement principal. Changement de contexte, autre mesure 2020 qui cette fois-ci est plutôt une bonne nouvelle. C'est une mesure, tout d'abord pour commencer par là, qui est transitoire. Donc c'est quelque chose qui ne sera possible qu'en 2020 ou en 2021. L'idée est que les entreprises qui disposent à leur bilan de réserves immunisées qui ont été constituées avant 2017, donc par exemple dans leur clôture au 31 décembre 2012, eh bien ces entreprises vont pouvoir ponctionner, prélever sur ces réserves immunisées. Ce prélèvement, vous le savez, entraîne l'application de l'impôt des sociétés puisqu'on ne respecte plus la condition d'intangibilité. Eh bien, ce prélèvement va pouvoir se faire à un taux d'impôt des sociétés préférentiel qui sera de 15% au lieu donc du taux de 25 ou 20% si vous remplissez les conditions. Et si le montant prélevé fait l'objet d'un réinvestissement, d'un remploi, vous pourrez même réduire encore le taux de taxation de 15 à 10%. Cette taxation, c'est ce qu'on appelle une taxation distincte. Autrement dit, vous n'allez pas pouvoir appliquer des déductions fiscales sur la base imposable. C'est vraiment un impôt qui devra être décaissé sans possibilité de le réduire par un précompte mobilier qui aurait été préfinancé, par exemple. Donc c'est 15%, si je puis dire, tout court du montant prélevé sur vos réserves immunisées. Alors, vous voyez sur le slide quelques exemples de réserves qui entrent en ligne de compte. Nous avons les réserves d'investissement qu'on retrouve régulièrement au bilan des entreprises. Nous avons également les réserves immunisées 120%. Par exemple, les réserves immunisées que vous auriez constituées précédemment pour des frais de véhicules électriques. Mais il faut savoir aussi que la loi, en fait, elle est construite surtout pour exclure une liste relativement longue de réserves immunisées. Donc, ceci ne s'appliquera pas et n'est donc pas possible pour des plus-values taxées de manière étalée, pour des plus-values immunisées sur véhicules d'entreprise, encore pas non plus pour des réserves immunisées tax shelter, etc. Donc, concentrez-vous plutôt sur les trois exemples qui se trouvent sur ce slide. Ça représente la plupart des réserves immunisées qui sont éligibles pour cette taxation préférentielle. Alors, pour terminer sur ce sujet, la question qui se pose est évidemment de savoir quand on peut avoir intérêt à procéder à cette taxation, je dirais, spontanée. Eh bien, ce peut être le cas si vous êtes une entreprise qui a des réserves immunisées, mais qui n'a pas de réserve taxée à son bilan et qui souhaite distribuer un dividende. Les seules réserves disponibles étant ces réserves immunisées, eh bien, vous pourriez envisager en 2020 ou en 2021 de les distribuer avec un taux d'ISOC qui sera réduit. Et ceci également peut être très intéressant, surtout je pense, pour des entreprises qui envisageraient à plus ou moins court terme une liquidation, puisque là vous allez anticiper une taxation à l'impôt des sociétés tout en bénéficiant d'un taux avantageux, alors que si vous liquidez dans 5 ans et que vous n'avez pas prélevé sur ces réserves immunisées, eh bien vous subirez un taux de taxation de 25% qui est le taux normal. Alors, autre petit changement intéressant, c'est qu'à partir de cette année, la loi va, si je puis dire enfin, prévoir quel est le taux d'intérêt maximal que vous pouvez appliquer sur un compte courant créditeur. Taux d'intérêt maximal au-delà duquel vous auriez des intérêts s'ils sont calculés à un taux plus élevé qui ne serait pas déductible de l'impôt des sociétés. Alors, quand on dit compte courant créditeur, on dit plus précisément les prêts non hypothécaires,
sans terme. La loi ne prévoit qu'une seule exception. Cela concerne les entreprises de cash pooling qui, elles, sont exclues de ce taux fixé par la loi. Mais dans tous les autres cas de figure, même pour des comptes courants entre sociétés, ce taux d'intérêt maximal va trouver à s'appliquer. Dans les autres cas, donc pour les comptes courants, par exemple, avec une hypothèque, pour dire quelque chose, on va se référer au critère légal du taux de marché, qui est évidemment un critère bien plus subjectif et difficile à déterminer et qui fait l'objet de pas mal de discussions lors de contrôles fiscaux. Alors ce taux, maintenant fixé par la loi pour les comptes courants créditeurs, c'est, vous le voyez, le taux d'intérêt des IFM. Ce taux d'intérêt, vous en retrouvez la définition sur le slide, c'est le taux pratiqué sur les crédits d'un montant maximum d'1 million d'euros pour une durée inférieure à 1 an, octroyé à des institutions non financières. Ce taux, sachez-le, vous le trouvez très facilement sur le site de la Banque nationale de Belgique. Vous prenez ce taux et vous le majorez de 2,5%. Alors, la loi prévoit qu'on va aller rechercher le taux du mois de novembre qui précède. Donc, pour vos intérêts 2020, il y a lieu de se référer au taux du mois de novembre 2019, et ce qui nous donne un taux global de 4,06%. Au-delà, les intérêts ne seront donc plus déductibles, mais au moins on n'aura plus à négocier avec un contrôleur fiscal la déductibilité de ces intérêts-là. Alors, dernière modification importante en 2020, elle concerne les entreprises belges qui auraient à l'étranger un établissement stable ou simplement des actifs situés à l'étranger dans un pays qui a conclu avec la Belgique une convention préventive de la double imposition. Jusqu'à présent, lorsque vous étiez dans ce type de situation, si votre établissement stable réalisait une perte, eh bien vous aviez la possibilité d'imputer cette perte sur votre base taxable en Belgique. Régime évidemment très avantageux puisqu'il permettait en quelque sorte de faire un peu un système de consolidation fiscale avec vos établissements à l'étranger. Depuis le 1er janvier, donc pour des pertes générées à partir du 1er janvier 2020, la loi va changer considérablement puisqu'on va vous dire que cette perte réalisée à l'étranger ne pourra par principe plus être imputée en Belgique, sauf dans des cas très rares où on peut considérer que la perte à l'étranger est définitive. Alors une perte à l'étranger définitive, c'est quoi? Eh bien c'est une perte qui existe alors que vous avez totalement cesser vos activités dans cet État étranger. Alors la perte, s'il y en a une, est définitive et peut être imputée sur une base taxable en Belgique, à la condition évidemment que cette perte n'ait pas déjà été utilisée en déduction d'une base taxable de votre établissement étranger ou d'une entité qui formerait une unité fiscale avec cet établissement étranger. Donc, dans ce cadre-là, la loi a prévu une mesure anti-abus. Si vous aviez un établissement stable à l'étranger, que vous avez cessé vos activités et que cette année-là, une perte a été générée dans cet établissement, si vous l'avez utilisé en Belgique comme c'est autorisé par la loi puisqu'elle était définitive, eh bien, la loi prévoit que si vous reprenez des activités dans ce pays dans les 3 années, on va faire une correction. Donc l'idée, c'est qu'on va considérer que si vous avez repris des activités dans un délai de 3 ans, c'est que la perte n'était pas réellement définitive au sens de la loi. Et donc, cette imputation en Belgique que vous aviez fait il y a 3 ans, par exemple, va entraîner une augmentation de la base taxable en Belgique corrélative à titre de mesure anti-abus. Le mécanisme du recapture, vous le voyez, va continuer à s'appliquer. Ce mécanisme, il prévoit quoi? Eh bien, il prévoit que si vous avez imputé en Belgique une perte étrangère sous couvert de l'ancienne législation parce que c'était autorisé, eh bien, si par la suite votre établissement à l'étranger a une base taxable positive sur laquelle vous utilisez les pertes étrangères dont cet établissement disposait, cette perte, si vous l'aviez déjà utilisée en Belgique quelques années auparavant, eh bien, cela va entraîner un recapture et donc une augmentation à due concurrence de la base taxable de votre société en Belgique. Et ce recapture se calcule comment? Eh bien, par une diminution du montant que vous allez pouvoir exonérer des revenus positifs
de cet établissement dans votre déclaration à l'impôt des sociétés en Belgique. Nous sommes venus à la fin, nous sommes arrivés à la fin des mesures nouvelles 2020 et donc nous allons très rapidement faire un petit rappel synthétique des mesures qui sont entrées en vigueur en 2018 et en 2019. Comme vous le voyez, nous les avons ici réparties en deux catégories, les mesures avantageuses et les mesures qui le sont un petit peu moins. Dans les avantages, il y a clairement la baisse de l'impôt des sociétés, mais vous retrouvez aussi pour les holdings toute une série de choses intéressantes. Donc, une exonération désormais à 100% pour les dividendes reçus, donc le système des RDT qui est passé de 95 à 100%, ce depuis 2018. La suppression de la taxe distincte de 0,412% pour les plus-values sur actions réalisées par des grandes entreprises. La suppression de la fairness tax, le maintien des intérêts notionnels, mais vous le savez, avec un mode de calcul qui a été adapté fortement et qui donc est de moins en moins avantageux. Et puis aussi, le régime de la consolidation fiscale, ne l'oubliez pas, que vous pouvez appliquer dès les revenus 2019. Donc. Alors, une petite mesure qui n'est pas de l'impôt des sociétés, mais on va élargir déjà depuis 2018 la dispense de versement de précompte professionnel pour les chercheurs titulaires d'un diplôme de master, élargissement pour les titulaires d'un diplôme de bachelier, ce depuis 2018 comme je vous le disais, et sachez que depuis 2020, ces bacheliers donnent droit à une dispense de 80%, tout comme les diplômes de master, alors qu'auparavant, ce taux était seulement de 40%. Au niveau des inconvénients, il y a évidemment la base minimale d'imposition, mais qui va viser relativement peu d'entreprises. L'idée, c'est qu'une entreprise qui aurait une base taxable de plus d'1 million d'euros ne pourrait pas, même si elle en dispose, complètement ramener sa base taxable à zéro à l'aide de déductions fiscales telles que des pertes fiscales. Ceci n'est évidemment qu'une petite synthèse, mais voilà. Alors, l'exonération des plus-values sur actions, par contre, elle existait avant, mais depuis 2018, on a une condition de détention minimale de 10% des parts de l'entreprise concernée. Autre changement moins intéressant, les changements en matière de réduction de capital qui vont entraîner un dividende distribué dans certains cas sur base d'une formule de prorata un petit peu compliquée et donc on ne va plus pouvoir aller rechercher le capital investi dans une entreprise sans imposition si cette société dispose par ailleurs de réserves dans ses fonds propres. Autre changement important, le cash-out lors des contrôles fiscaux. Soyez prudents puisque depuis 2018, toute modification de votre base taxable, même un simple rejet de charge, va entraîner un impôt, même si vous avez des déductions fiscales disponibles. Les provisions pour risques et charges, autre mesure de compensation, puisqu'une provision pour risques et charges ne peut plus être déductible fiscalement que si elle répond à une obligation légale, comptable, réglementaire. Fini donc les provisions pour gros entretiens que vous auriez acté sur base d'un devis qui vous a été remis, puisqu'à ce stade du devis, vous n'avez encore aucune obligation contractuelle envers votre prestataire. Voilà. Sans vouloir citer une à une toutes ces dispositions, je pense vous avoir décrit brièvement les plus importantes d'entre elles. Nous sommes évidemment à votre disposition si vous souhaitiez plus d'explications ou certaines des choses que je vous expliquais n'étaient pas claires. N'hésitez pas à me contacter à mon adresse email que vous retrouverez sur le premier slide ou à contacter toute personne de contact que vous pourriez avoir chez BDO. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Merci.